Nassourdine Imavov assomme Israël Adesanya dans la deuxième reprise et l'emporte par TKO. Plus tôt dans la soirée, Fares Ziam obtient son premier 30-27 unanime à l'UFC pour sa 7e victoire dans l'octagone et sa 5e consécutive. Une superbe soirée pour le MMA français. On rentre dans le détail de tout ça juste après notre nouvelle intro. Ne la skippez pas, c'est un banger. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenido. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, commençons par Fares Ziam. Tout d'abord, je suis content qu'on ait couvert ce combat. Peu de gens connaissaient Mike Davis et on a annoncé que ce dernier est un solide morceau, ce qui embellit cette victoire de Fares qui a, selon moi, rendu l'Américain méconnaissable par rapport à ce qu'on avait pu voir par le passé. Je te propose qu'on parle d'abord des aspects technico-tactiques de ce combat. Mike Davis a commencé par très rapidement engager en lutte et tirer la garde. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Bah écoute, je pense que comme les commentateurs américains, j'étais très très étonné. Je vous avoue que j'ai été très étonné des choix et de la stratégie de Mike Davis. Et je sais pas si c'est Fares qui l'a rendu méconnaissable ou si c'est Mike Davis qui a évolué différemment de ce à quoi on s'attendait. En tout cas, oui, je pense qu'on a tous été très étonnés. Hein. C'est un mec qui a montré il y a quelques années que c'était un bon striker et qu'il initiait plutôt la lutte. Ouais. On en avait parlé, il avait un passif de lutte. Là, je pense que il est passé du côté du grappling, tu vois. Ouais. J'ai une théorie. Ok. Mais en tout cas, pour en revenir à Fares, je trouve qu'il a très très bien géré ce genre de surprise, tu vois, parce que je pense pas qu'il s'attendait à avoir un garde-pouleur, tu vois. Ah non, du tout, ouais, parce que là, on n'est pas passé parce qu'on l'avait décrit un peu comme un lutteur-grappleur avec un bon striking, et là, il s'est transformé quasi en grappleur, quoi. Vraiment, tirer la garde, c'est plutôt, les Paul Craig qui vont aller taper ça, tu vois. Alors, ma théorie, parce qu'on avait dit que c'était un gars qui était devenu un Instagrammeur, tu vois. Ma théorie, c'est que qu'il est, tu vois, un peu les clubs de grappling où tu viens et tu roules et il y a pas réellement de temps et ça tourne et ça teste des trucs et ça partage, tu vois. Ouais. Où il y a pas de, allez, on y va un petit peu à l'instinct et au feeling, quoi. Ma théorie, c'est qu'il est passé de ce côté sombre du grappling, tu vois, et du MMA. Ouais. Ma théorie, c'est ça. Parce que je trouve qu'il effectivement, il avait des aptitudes au sol qui étaient dangereuses. Tout à fait. Mais qu'on ne conseille pas en MMA, clairement pas. Ouais, parce que, allez, en plus, t'en avais parlé, sa lutte en chaîne est bonne. Et là, vraiment, sur sa première tentative d'amener au sol, t'as l'impression qu'il cherche même pas à chaîner. Il rentre dans Fares stoppe la première tentative, et puis lui-même recule et tire la garde. Donc c'est comme s'il avait, la deuxième théorie, ce serait, il avait une extrême confiance en sa capacité à prendre Fares au sol, même en commençant sur son dos. Hey. Mais en ayant une extrême confiance, à quel moment tu viens sur un tirage de garde, shoulder crunch en MMA et en te disant ça va le faire. Après 12 secondes. Non, mais ouais. En tout cas, pour en revenir à Fares, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est il est arrivé sur un combat où il était underdog. Il est arrivé face à un gars qui semblait complètement relâché. Lui, il était très, très focus. Voilà, ça, on en a déjà parlé, hein, sur certains combats où on peut avoir un plus pas un peu plus expérimenté, mais où tu peux avoir deux profils, hein, qui est là, qui se dit, ouais, ça va, je suis à la cool, et l'autre très, très focus et qui connaît les enjeux du combat. Et ça a payé. Il est rentré directement dans son combat. Je pense que ça devait être surprenant d'avoir ce type de profil à tirer la garde, etc. Il est resté
je sais pas si c'est très français, mais très très composé, tu Ouais. vois, très très concentré. Et il a fait un excellent combat face à un gars qui avait franchement une tête très dure. Alors apparemment il s'est pété la main, Ouais. mais très dur le gars. Il se prenait des patates et c'est comme s'il se passait rien C'est un quoi. truc de fou, hein. C'était c'était assez étonnant Ouais. parce que ça tapait Ah fort. oui, Hein. c'est clair. Ouais, ouais. Quand tu écoutes avec le son, tu entendais vraiment les frappes Oh. et ça doit pas faire du bien de les encaisser. Ouais, Non. moi j'avais aussi parlé de ça. Je trouve que Fares, il a trouvé le juste milieu entre un jeu agressif-offensif, mais sans trop surengager ni s'exposer à quelconque risque, en tout cas sur la partie debout, hein, clairement. J'ai l'impression que sa victoire par KO à Paris lui a donné une confiance en lui qui lui permet d'exprimer toute la qualité de son arsenal technique et de ses compétences. Il me paraissait un peu plus libéré que ce qu'on avait pu voir dans le passé. Tout le monde est ultra surpris par sa progression aussi. Elle est notable, elle est visible. Et de combat en combat, il y a chaque fois un nouveau Fares, un nouveau niveau qui est affiché. Ouais, ah oui, clairement. Alors moi, c'était quoi? Au deuxième, au troisième, je sais plus, il y a le coin qui lui dit de rester debout, ils savent très bien, et de pas aller au sol. Mhm. Et c'est vrai qu'il obtient des takedowns face à un adversaire qui tire la garde. Bon, vous allez me dire, c'est... Mais au début, j'étais en train de me dire, mais attends, il suit pas le plan, tu vois. Et par contre, après, quand tu apprends qu'il s'est cassé la main, tu te dis que malgré l'adversité, il est capable de pouvoir lui-même réadapter un game plan et s'assurer la victoire, s'assurer ses rounds. Donc ça, c'est drôle, hein, parce que si tu as pas toutes les explications, tu peux trouver ça questionnant pour la suite. Et une fois que tu as les explications, je trouve ça, voilà, le très bon choix stratégique. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, Et c'est la ça, question. et pour Enfin, moi, en plus, ça. moi, c'est la question que pardon, je t'ai coupé, mais c'est la question que je me posais pendant le Non, combat. vas-y. C'est là où la différence est le plus à son avantage entre lui et Mike Davis, c'est tant que ça reste debout. Et le fait Ouais. qu'il avait des opportunités de se relever quand c'était au sol et qu'il ne prenait pas ses fenêtres ouvertes, c'était effectivement un peu questionnant. Et après le combat, quand tu apprends que sa main est cassée, c'est probablement un ajustement en combat qui prouve aussi une certaine maturité, un certain intellect et une expérience déjà à haut niveau. Ouais, ouais. Et je trouve que ça rajoute aussi sur ses compétences en lutte. Il les a montrées face à Matt Frevola, il vient de les montrer à nouveau. Et face à un profil qui sera présenté comme un profil striker, je pense que ça va être compliqué pour ses futurs adversaires qui devront bien évidemment devoir répondre debout, mais en plus se méfier d'entrer en lutte et de mise au sol, tu vois. Yes, yes. Et même, Donc ça va rajouter. ouais, même si tu réussis à l'amener au sol, on en a déjà parlé, il laisse pas beaucoup d'ouverture de marquer tes points. Il annule assez bien le jeu des adversaires. Ouais. Moi, je trouve il montre quand même que une fois sur le dos, en tout cas les moments où Mike Davis l'a mis sur le dos, c'était les moments les plus Oui, dangereux. Hein. forcément. Je pense Ouais. que ça reste. Enfin voilà, on peut pas non plus. Il est excellent debout, il a une très bonne lutte. Bon pour moi, il garde quand même un petit point faible qui est le sol. On l'a vu sur sur ce calf slicer qui était quand même assez dangereux sur des prises de monte et voilà, tu vois. Mais bon, c'est logique, il y a pas de. Ouais, ouais. On va. Comme je dis, hein, si t'es excellent debout et en lutte, c'est normal que t'aies un petit peu plus de retard ailleurs. Hein. On doit d'ailleurs parler de toutes ces parties, puisque tu l'as déjà un tout petit peu annoncé, mais Mike Davis, malgré son approche un peu sombre, on va dire, il a prouvé qu'il avait un côté créatif, innovant, dangereux au sol, avec moi ce que j'appelle sneaky ou tricky. Donc dans le premier round, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé après qu'il ait tiré la garde. C'est garde papillon, double underhook, il cherche pas à renverser, il met sa tête en dessous du menton de Fares, il s'assoit, il se relève et il maintient le body lock. C'est quelque chose que j'avais déjà vu de Jack Slack contre Valiev, c'est un truc que je trouve assez sympathique. Il l'a refait dans le troisième round. Et alors effectivement, il y a ce calf slicer, hein. Ça on doit en parler parce que on se retrouve dans une situation un peu comme Dolidze contre Hermansson. Il y a une clé de talon tenté, Fares défend bien, il sort son genou. Au moment où il sort son genou,
Mike Davis switch ses hanches, il vient placer son tibia à l'arrière du creux du genou de Ziam pour attaquer le calf slicer. Ziam se retrouve à plat ventre, pris dans un genre de soumission. On a vu évidemment Dolidze qui avait finalisé Hermansson dans cette position-là et c'était vraiment un highlight. Il en sort. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'est pas tapé là-dessus, que même il n'est pas l'air d'avoir boité après, parce que c'était un calf slicer quand même assez bien engagé, qu'il a gardé pendant assez longtemps, qu'il a utilisé pour pouvoir suivre derrière. J'ai vu Ilias Bejiji qui sur Twitter disait que c'est notamment quand tu as les mollets fins, c'est plus compliqué évidemment d'appliquer une compression sur le muscle. Ouais, bah écoute, je sais pas, pour le calf slicer, moi je pense que cette soumission n'est pas en combat, en tout cas, l'objectif c'est pas d'écraser le muscle. Parce qu'effectivement, quand t'as le muscle écrasé, bah, c'est surtout de la douleur, tu vois, et donc il y a pas grand monde qui tape en combat. Hein. Mais par contre, quand tu as bien ton tibia dans le poplité du genou et que tu exerces une vraie pression, c'est l'articulation que tu attaques, tout simplement, tu vois. Et donc tu mets vraiment sous pression l'articulation avec les ligaments, etc., etc. Donc là, je pense qu'effectivement, il était peut-être un petit peu, en tout cas, Mike Davis était un petit peu trop sur le tibia, il était vraiment sur le mollet. Et c'est clair que avec l'enjeu du combat, bon, tu vas pas taper là-dessus. Si tu te rappelles, moi je m'étais retrouvé dans un calf slicer premier combat en Angleterre. En BCMMA, c'est un gars qui avait déjà gagné comme ça, tu vois, via calf slicer. Bah, voilà, quand j'y étais, je me suis pas trop inquiété dans le sens où tu tapes à l'entraînement, t'as pas envie d'avoir mal, mais en combat, c'est pas la même donne, tu vois. C'est pas la même donne. Par contre, dans l'articulation, je trouve que après la clé a été un petit peu perdue où il s'est retrouvé sur son dos et on a eu un angle qui était très mauvais où les ligaments latéraux auraient pu être attaqués, je pense. Donc je pense quand même qu'il y a eu quand même des torsions au niveau des ligaments, mais pas suffisamment pour le mettre hors combat, tu vois. Ouais, parce que derrière, je pense qu'il y a quand même, derrière tout va bien. Il parle de sa main, il n'a pas du tout parlé de son genou à l'interview et après le combat. Non, faut voir avec une fois froid et tout, mais en tout cas pour moi, elle était un petit peu mal engagée. Mike Davis aurait dû soit tout remiser dessus pour se replacer, soit chercher la torsion, mais alors au lieu d'aller dans le dos, d'aller vraiment sur le côté pour essayer de tordre son genou. Vous voyez la direction où allait le genou sur le côté là, de tordre le genou, mais je pense que ça restait un peu compliqué. Et alors étrangement sur le calf slicer qui fonctionnait pas, il a tenté et le triangle de bras, et moi franchement oui, ça a pas fonctionné forcément parce que l'angle est mauvais. Il était trop bas, coincé par ta propre soumission. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc bon, ce qui arrive, c'est quand le gars est sur le ventre, il y en a qui sont sur le calf slicer, qui vont chercher l'étranglement arrière, par exemple. Ouais. Mais alors là, sur un triangle de bras, je pense que je vois pas comment il aurait pu le finaliser. Non, d'ailleurs, il perd la position, il doit la récupérer derrière et bon, ça a généré du scramble et ça a fait perdre vraiment la situation de calf slicer qui n'en était plus une. Ouais, on a un Fares Ziam qui est resté patient et confiant et effectivement parce qu'au final quand même c'était un combat qu'il a maîtrisé de A à Z, mais qui était quand même compliqué quoi, dans le sens compliqué. Bah chaque round a été compliqué. Chaque round a eu sa difficulté, on va le dire comme ça, non? Ouais, voilà. Donc personne n'a vu Mike Davis prendre de round entre guillemets. Peut-être le 2, je sais pas, avec la soumission, si on est assez généreux sur cette tentative de soumission, mais tout le monde a vu Fares l'emporter, mais par contre, c'est vrai que c'était fatigant dans le sens il a dû dépenser pas mal d'énergie. Ouais, et effectivement, le premier round c'est pas un gros écart, c'est pour Fares, mais c'est pas un gros écart. On a quand même Davis qui finit dans la monte. Le deuxième round, ça commence avec Davis qui part sur un bull rush, on va appeler ça comme ça, une grosse combinaison. Chaque frappe touche au visage de Fares dans les 10 premières secondes. On a tendance à l'oublier. Ce qui compense du côté de Fares, c'est son coup de genou qui ouvre Davis.
Ensuite, il y a la situation de calf slicer. Ouais. Et heureusement, j'ai envie de dire pour Fares, il termine en position de contrôle et il engage très très bien les frappes dans la dernière minute et principalement dans les 10 dernières secondes. Donc là aussi, je pense que il prend le round, Ouais. mais c'est pas avec un écart incroyable. Et dans le Non, t'as raison. troisième round, il se fait cut. Hein. Pour moi, le troisième round, c'est le plus Ouais, il clair se à fait son ouvrir avantage, mais voilà, il y a un cut. Ouais. Il y a des situations où il se Il retrouve y a en toujours dessous. des, Donc chaque round a eu sa difficulté. il y a toujours des bons moments. Ouais. Et Il y a toujours des bons moments de Mike Davis. exactement, c'est ça. Effectivement. Mais voilà, 30-27 aux yeux des 3 juges, c'est la première fois que ça arrive pour lui à l'UFC, alors qu'il était underdog. Donc c'est une grosse performance. Donc sur papier, juste dire ça, t'es underdog, tu gagnes 30-27 aux yeux des 3 juges, c'est une grosse performance. Et en plus de ça, ce qu'on a vu, Ouais. techniquement, c'est une très très belle prestation. Avant de parler de la suite pour lui, on remercie notre sponsor unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Alors, même avant de parler de la suite, petite question, est-ce que Fares entre dans son pic? C'est impressionnant de se dire qu'il n'a que 27 ans, il a déjà 9 combats à l'UFC, dont 7 gagnés, là il est sur 5 victoires consécutives, il progresse de combat en combat, il semble aussi atteindre une maturité physique. Moi je vois ça comme le début d'un pic qui peut durer longtemps. Oh, c'est toujours difficile de parler des pics, tu sais jamais trop sur l'aspect. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur ce qu'est le prime et tout. Moi, j'aurais pas mal de choses à dire, tu Ouais, vois. sujet intéressant. Parce que y a pas juste l'âge, hein, y a pas juste où tu en es. Il pourrait être comment dire ça, à son prime avec des défaites, mais parce qu'il affronte des gars extrêmement bien rankés, tu Tout à vois. fait. Et ne pas être à son prime avec des victoires, mais combattre des gars qui sont moins forts, quoi. Mais écoute, en tout cas sur la question de la confiance, je pense qu'effectivement sa victoire contre Frevola lui a permis de se libérer du poids du finish entre guillemets, et ça s'est ressenti, c'est-à-dire qu'il était là pour combattre, il était là, il était bien, il était assez libre, donc ça c'est une bonne chose. Cette victoire, alors il y a eu des questionnements sur le choix d'un combat d'un mec non ranké et enfin de ce profil-là, hein, parce que qui était relativement risqué aux yeux des bookmakers, mais je pense que c'est Ali Abdelaziz, hein, son manager. Yes. Voilà, on en a régulièrement parlé. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs managers. Je pense qu'il savait que c'était un combat très très à l'avantage. Enfin, quand on voit la tournure du combat, que c'était vraiment à l'avantage de Fares, que ça le mettait à continuer dans une bonne dynamique pour les futures négociations, pour pouvoir demander un top 15. Non, je trouve que ça s'annonce très très bien pour la suite, quoi. Ça s'annonce très bien. On l'a vu, hein, Ali Abdelaziz, il brûle pas les étapes. Il a monté des gars qui avaient du talent sur pas mal de combats. Islam, c'est combien avant de monter, avant de prendre un top? Il en a fait des combats. Non, ouais, ça. Hein. Attends, Islam Makhachev, on va aller regarder. 5-6, non? Plus, hein, je crois que... Enfin, tu parles de la série de victoires ou du nombre de combats à l'UFC avant d'obtenir le title shot? Parce que... Non. Non, avant de commencer à prendre des gros noms, tu vois. Bah, en gros, donc, premier combat contre Kunz, puis son deuxième combat, il le perd, c'est contre Martins. Ensuite, il y a Chris Wade, Nick Lenz, Gleison Thibault, Kajan Johnson, Arman Saroukian, mais à ce moment-là, c'était un newcomer. C'était un last minute. David Ramos, mon Ouais. gros jiu-jitsuka, mais pas grosse carrière en MMA. Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, ça vient tard, hein, c'est Dan Hooker, vraiment le premier gros nom. Bon, il y a des challenges avant, hein, c'est Donc pas ça. si on mais part donc, à partir de sur ouais. 10 combats là. À partir d'Adriano Martins. Adriano Martins, pour moi, c'est voilà un petit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Neuvième combat, 5, c'est Dan 6, Hooker. 7, Ouais. 8, 9. 9 combats, Ouais. tu vois. 9 combats avant de prendre un ranké, hein. C'est ça, Ouais. hein. Et contre Dan Hooker, il était lourdement favori. Malgré qu'il était Ouais, derrière dans le très, très classement. Hein. favori. Malgré qu'il était derrière dans le classement. Ouais. Mais ça montre quand même que Ali Abdelaziz prend du temps. Je pense qu'il a exactement la même stratégie. Et donc pour moi, je trouve ça très très bien pour Fares. Et donc voilà. Donc moi, je vais un peu entre guillemets faire confiance à
à cette équipe de management. Et je pense que le prochain, ils vont pas commencer à se dire il faut absolument qu'ils prennent un top 15, il faut absolument qu'ils prennent un top 15. Ils vont prendre un combattant qui lui permette de continuer à prendre en maturité et peut-être un top 15 clairement, mais ça sera bien sélectionné, je pense. Ouais, donc c'était un peu la discussion qui suivait. Là, c'était quelle suite pour lui. Évidemment, sur Twitter, on voit beaucoup de gens qui disent ok, maintenant il est temps qu'il prenne quelqu'un avec un numéro à côté de son nom. Il est sur 5 victoires consécutives. Son avant-dernière victoire, au final, c'est contre Matt Frevola par KO, qui venait de sauter du top 15. Maintenant, il prend Mike Davis, qu'un Américain considérait comme le prospect des hipsters. J'aime beaucoup la définition. La suite, ça peut, effectivement, comme tu le dis, on pourrait justifier clairement quelqu'un avec un numéro à côté de son nom. De l'autre côté, comme tu le dis, si Ali Abdelaziz a un peu cette stratégie qu'il avait contre Islam Makhachev, on peut encore s'attendre à 2 combats hors top 15 avant qu'il ne le prenne. Encore une fois, on l'a dit, hein, il a 27 ans, donc il n'y a pas spécialement de raison de précipiter la chose. Là, je pense qu'il commence à devenir un produit fini, dans le sens où un des questionnements qu'on avait, pas questionnement, mais un des points qu'on soulignait du côté de Fares Ziam il y a encore 2 ans, c'était sa maturité physique. Là, je pense qu'il commence à avoir le physique adéquat pour performer à très haut niveau. Les compétences sont là, la confiance en lui est là, il progresse de combat en combat. Donc, pour moi, on pourrait le projeter. Quand tu regardes le top 15, tu as des Paddy Pimblett, mais je pense pas que Paddy Pimblett voudra regarder quelqu'un qui a pas un numéro à côté de lui. Grant Dawson, qui vient de rentrer en numéro 15, il a 11-1 à l'UFC. Personnellement, ça ferait une très belle opposition, je pense, sur papier. Mais d'un point de vue management, je sais pas si c'est là où tu as le plus à gagner et le moins à perdre, parce que Grant Dawson, comme je dis, 11-1 à l'UFC, seulement numéro 15. Personne parle encore réellement de lui. J'ai vu Renato Moicano beaucoup tweeter pendant ce combat. Ça peut être une option, d'autant plus que tu as un peu cette histoire. Matt Frevola a pris 2 Français, maintenant c'est au tour de Renato Moicano. Donc peut-être que Moicano voudrait un Fares Ziam à Paris. Tu vois, ça pourrait être fun comme main event à Paris, tiens. Et ce serait beau pour Ziam d'être main event à Paris d'ailleurs. Moi, je pense que c'est trop tôt, mais je comprends tout à fait, mais Renato Moicano, c'est, pour moi, tu vois, tu parlais de maturité, le gars, c'est devenu un véritable lightweight, et il reste chaud, quoi, tu vois. Après, cette division, elle est chaude, tu vois. Si tu regardes en dehors du top 15, tu vas avoir des Drakkar Klose, ça c'est totalement prenable. Tu vas avoir des Ludovic Klein, Rafael Dos Anjos pour prendre quelqu'un qui est, un vétéran, ça peut être pas mal, ça. Un nom, ouais. Jean Silva, c'est peut-être le profil à éviter. Tu as Green, aussi, King Green, bon, qui va peut-être être sur deux défaites d'affilée, parce qu'il est bouclé contre Rufi, mais. Ouais, c'est ça, contre Rufi, ouais. Mais voilà, ça reste un combat, avec un nom, effectivement, pas avec un numéro, mais pour continuer à rester actif et à s'affûter, je pense que ça peut être aussi un combat qui pourrait avoir lieu, tu vois. Effectivement. Là, je suis en train de regarder, il y a plein d'options, chez les lightweights, c'est ouais, mais pas, il y a plein d'options, clairement, mais il y a plein de mauvaises options aussi. Tu dis Drew Dober, Drew Dober, ça peut être une bonne option aussi, je trouve. Drew Dober, c'est pas mal, ouais. Comme ça, t'as un nom, un ancien top 15, qui est prenable, la marche est intéressante. Encore une fois, ça va être une question de stratégie. Est-ce qu'on veut maintenant le propulser vers le top 15? Et dans ce cas-là, on prend quelqu'un du top 15 et là, il n'y a pas de raccourci, il y a des, voilà, ce sera un challenge quoi qu'il arrive. Soit on regarde en dehors du top 15, mais selon moi, si tu regardes en dehors du top 15, c'est pour être large favori. C'est pour un combat plutôt favorable. Tu vas pas prendre un bourbier hors top 15. Donc ce serait plutôt se diriger vers, Klose, Rafael Dos Anjos pour la name value ou Drew Dober. Ça, c'est toutes des options. Elle est chouette, cette division. Il y a beaucoup d'options qui font sens. Ouais, clairement. Et il y a Joel Alvarez aussi, en prospect contre prospect. Il monte, il va chez les welterweight. Ah oui? Ouais, je pense que c'est officiel. Ouais. Donc voilà. Passons à notre main event. Nassourdine Imavov bat Israël Adesanya. Certains en commentaire ont dit qu'ils étaient à la fois heureux pour le Français et tristes pour Adesanya. C'est vrai qu'à 1-4 sur ses 5 derniers combats, ça sent le roussi.
Et quand ça sent le roussi, vaut mieux se laver avec Onae. Cet épisode est sponsorisé par Onae, parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Les amis, n'utilisez pas notre code promo, ils en ont un autre bien plus stylé, mes couilles. Tapez sur celui-là. Bon, reprenons le sérieux. Premier round relativement compliqué pour Nassourdine. Adesanya, je trouve, le maintient bien au kicking range, impose justement ses kicks. Il est plutôt réactif dans son anglaise. Il se montre difficile à mettre au sol. On finit le round avec 20 frappes à 8 pour le champion. 5 des 8 frappes sont des low kicks pour Imavov. Le seul élément rassurant, c'était un superbe uppercut à 1 minute de la fin du premier round. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête entre le premier et le deuxième? Alors, ce qui se passait dans ma tête, déjà, j'étais en train de me dire que comment dire, Adesanya était un petit peu trop généreux, tu vois, genre il envoyait quand même pas mal de frappes, premier round, alors que de l'autre on avait un Imavov un peu plus patient, effectivement qui prenait des coups entre guillemets, mais qui voilà, sur une dynamique de 5 rounds, il mettait de la pression, il avançait, il lisait un petit peu. C'était, enfin voilà, je me suis pas dit que c'était pas rassurant, tu vois. Ok. Il y a un truc qui m'a inquiété surtout. Pour moi, il a été touché à sa première tentative de takedown. Je pense qu'il a pris un check hook. Hein. Et il a pris un check hook. Ça a été un petit peu inquiétant. Sur la lutte, alors à quel moment c'était? Au deuxième? Non, c'est le premier d'office. Non, c'était fin premier. Ouais, sur ces tentatives d'amener au sol, effectivement, on avait un Adesanya qui défendait très très bien, avec un Imavov qui manquait un petit peu de succès dans sa manière d'enchaîner. Je trouve que la stratégie, en tout cas comment dire ça, les enchaînements à utiliser n'étaient pas forcément les mieux choisis. Mais voilà, c'est une dynamique premier round effectivement où on comprenait qu'Adesanya était favori, mais dans Imavov, je me disais que ça allait tenir tant qu'il mettait la pression, tu vois. C'est clair que c'était pas rassurant. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, ce qui s'est passé dans ma tête entre le 1 et le 2, c'est, ok, je pense que d'ailleurs tu l'avais dit, c'est qu'il faudra chercher le 3, 4, 5. Parce que, effectivement, en termes de dépenses d'énergie, j'avais l'impression que Adesanya, avec son volume, en utilisait beaucoup. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y a pas mal d'énergie qui était envoyée dans des middle kicks qui touchaient. Et donc, c'est aussi, ça grille un peu ton cardio. Ouais. Mais, ouais. Et, je trouvais Nassourdine peut-être un peu trop statique au kicking range. Donc, il était un peu une cible pour les forces d'Adesanya. Et donc, je pense qu'il fallait un changement à ce niveau-là. J'étais un peu surpris qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en in and out. Mais au final, ça a payé. Hein. Il est arrivé dans ce deuxième round en étant plus actif, en levant un peu sa jambe avant proactivement, comme le faisait Sean Strickland. Bon, pas de la même manière que Sean Strickland, mais voilà, pour un peu avoir cette cible qui devient plus compliquée à timer, on va dire, pour Adesanya. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ce soit son uppercut ou son overhand, ça passe dans la long guard de Adesanya, et je pense qu'il avait bossé ça. C'est une garde qui est un peu difficile, mais quand tu la connais pas bien, c'est difficile de passer outre et de trouver tes ouvertures. Mais clairement, là, il a trouvé ces deux ouvertures, une fois dans l'axe entre les deux mains et une fois par-dessus le bras gauche de Adesanya. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très propre. Ouais. Oui. Mais écoute, tu sais, j'en parlais samedi à l'entraînement, avant que le combat n'ait lieu, et je disais qu'effectivement, il n'avait pas le style d'un Strickland ou d'autres combattants qui ont su battre Adesanya, mais par contre, je disais qu'il était suffisamment versatile pour pouvoir prendre les directions, quoi, mettre de la pression, avancer, encaisser un petit peu, comme l'a fait Strickland, et puis menacer la lutte, fatigué aussi. Et effectivement, sur la lutte, si on regarde bien, effectivement, il y a de la défense, mais il vient créer de l'incertitude, quoi, pour les mises au sol. Et il y a cette feinte qui est magnifique. Il descend, il monte avec un uppercut très très long.
Donc c'est pas un uppercut bien remontant à la verticale, mais quasi horizontale. Et ça marche. Donc on peut partir du principe que tout le travail qui a été fait sur les tentatives de mise au sol, eh bien ça paye pour la boxe derrière. Tout à fait. Et cette frappe qui met knockdown à l'entrée du deuxième. Alors il y a la longue garde, mais il y a aussi tout ce qui est hand trap. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Au moment où il va pour saisir les mains, c'est là où il casse le rythme. Et ça j'ai beaucoup aimé. On a eu un rythme qui était relativement lent face à un combattant qui fait habituellement plus du in and out et qui est très explosif, hein, pour Imavov. Et là pareil, il a mis Adesanya dans une sorte de faux rythme où ça avance, où c'est calme. Et regardez l'explosion qu'il a sur son 1-2 au moment où Adesanya vient pour attraper, c'est là où il lance et il envoie son overhand. Il passe en dessous parce qu'il sait qu'il y a le check hook. Enfin, c'était magnifique, hein. Enfin, le check hook, il y en a pas, tu vois. Mais il envoie son overhand, il passe en dessous au cas où il y a un check hook parce que c'est quand même son spécial. Et puis derrière, il y a un crochet. Non, c'était très très bien vu. Et puis voilà, je pense qu'il a fait quand même, en termes d'explosivité, la puissance de frappe pour obtenir l'arrêt de l'arbitre quasi immédiat, tu vois. Enfin, certains ont trouvé que c'était un peu tôt, mais... Non, on va en parler parce que ça fait partie des sujets. Mais pour revenir sur la technique, effectivement, il explose très bien. Son step-in est sur une très bonne distance. On en a déjà parlé, il y a une dualité entre l'uppercut et l'overhand, hein. Quand tu envoies des uppercuts, l'autre va avoir tendance plus à lever la tête, et donc ça positionne la tête parfaitement pour l'overhand. Donc j'imagine que ça aussi ça avait été bossé. Et ouais, la combinaison est magnifique. Je sais que toi tu l'aimes bien. En plus, c'est le jab, le bras arrière, le roll under anticipatif, et puis tu suis avec ce que tu veux. Donc là, ça lui a permis de faire un gros in. Et je pense que le fait d'avoir un peu anticipé ça, donc avec le run under pour continuer à avancer, son overhand, ça a envoyé Adesanya vers la cage et ça lui a permis de faire un follow-up très très rapide parce que dans ce genre de séquence, chaque fraction de seconde compte en quelque sorte. Donc il y a un genre d'uppercut crochet qui touche plein pot Adesanya qui était en train de tomber. Adesanya se met directement sur les genoux et à plat ventre. Je pense qu'il y a 2 frappes qui touchent avec la gauche. Il y en a une qui rate. Puis il y en a 2 qui touchent avec la droite, donc il y a 4 frappes sur 5 qui touchent au sol. Adesanya à plat ventre. L'arrêt est justifié, quoi. Quand tu vois au ralenti, quand tu vois à peu près le point de vue de Marc Godard, enfin, t'as quand même Israël qui se fait éteindre 2 fois. Tu vois que ça coupe une fois, puis ça coupe 2 fois. Il est là quand même pour protéger les combattants, pas... Je pense qu'il y aurait eu encore une 3e fois où il se prenait un knockdown. Les gens auraient dit, ouais, il attendait c'est ça. Il attendait sa mort. Il a un problème avec lui. Donc non, l'arrêt est tout à fait justifié. Il y a des KO comme ça, hein, où tu te fais connecter, le gars est out, et puis après il dit non, mais ça allait. Non, mais effectivement, tu te sens bien, mais ça allait. C'est ça, en fait, c'est un peu ça qui se passe, et je pense que c'est pour ça que certaines personnes se plaignent, et quand je dis certaines personnes, c'est plus à l'international, c'est que au moment où il sépare l'action, tu vois un Adesanya qui revient sur ses genoux, qui regarde Eugène Berman et qui sait pas trop, mais il faut pas oublier que KO, c'est quand le combattant est en incapacité de se défendre, parce qu'il est inconscient, et TKO, c'est quand il se défend plus, qu'il est conscient, mais qu'il n'arrive plus à se défendre correctement. Et on est dans ce deuxième cas de figure parce que il a pris des grosses frappes et il se retrouve dans une position dans laquelle il défendait pas parce qu'il était à plat ventre et il prend 4 des 5 frappes, donc il défendait pas bien. Et il n'était pas, en plus, il n'était pas en train de montrer une amélioration, une progression. Il n'était pas en train de recomposer, il n'était pas en train de monter, il était vraiment étalé à plat ventre. Et donc l'arrêt, c'était la manière de justifier l'arrêt, c'est empêcher Nassourdine de augmenter les dégâts appliqués sur Adesanya. Donc pour moi, c'est complètement justifié et il n'y a même pas lieu d'avoir un débat là-dessus. Ouais, effectivement. Selon toi, est-ce que Nassourdine mérite le title shot ou bien Chimaev fait partie du débat? Alors, sportivement parlant, pour moi, Nassourdine, avec les victoires qu'il a eues sur le top, clairement mérite le title shot. Clairement. Sportivement parlant. Après, comme on le dit toujours, c'est l'UFC. L'UFC, il y a le sportif et il y a aussi l'extra sportif. Là, ce que tu vas rapporter à l'entreprise, ce que tu vas rapporter en visibilité. Et pour moi, dans ce cas de figure, Chimaev est supérieur, entre guillemets.
c'est une plus grosse star. Il a travaillé pour ça. Hein. Il se met en. Enfin voilà, je pense qu'il se balade pas dans la rue aussi facilement que ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, il est beaucoup plus connu. Il rapporte plus d'argent. Et cette partie-là, elle penche pour moi lourdement dans la balance. Ouais, je vais pas dire malheureux à dire parce que on insiste suffisamment c'est dessus sur Fight Minds. à notre grand désarroi, hein, clairement. Ouais, enfin voilà, on peut encore une fois insister dessus. Aujourd'hui, si vous êtes un combattant, pensez à ça. Le fait que si vous vous concentrez uniquement sur le sportif, vous allez vous faire couper l'herbe sous le pied par des gens qui se vendent mieux. Et en plus, je vais pas dire vous vous mettez un peu plus de pression, mais vos performances sportives ont intérêt à être tout le temps au rendez-vous avec une vraie régularité. Et si en plus de ça, il n'y a pas un style divertissant, c'est une galère parce que vous allez avoir le parcours à la Dvalishvili et à la Belal Mohamed vers un title shot, alors qu'il y a des raccourcis à prendre avec du branding, avec de la communication. Et quand tu deviens une superstar, ben forcément, ça pèse dans la balance. Chimaev en middleweight, il a pas fait grand chose. Hein. Il y a son combat très serré contre Ousmane, qui est aussi un welterweight. Et puis il y a, bon, ça c'est une grosse performance contre Robert Whittaker. Donc c'est ça la complexité de la situation, c'est qu'au final, ce qu'a fait Khamzat à Whittaker, en plus de son statut de superstar, bah, ça justifie un title shot, même si on a Nassourdine Imavov qui a de gros arguments sportifs. 4 victoires consécutives dans 3 main events, 2 finishes, dont un sur Israël Adesanya. C'est le combattant qui a finalisé Israël Adesanya le plus vite. Déjà, il fait partie des 3 seuls à l'avoir finalisé. Et une fois, c'était au 5e round par Alex Pereira. Une fois, c'était au 4e round par Dricus du Plessis. Ici, c'est au 2e round. Il y a des gros arguments. Ce qui lui manque, et ouais, c'est sa capacité à se vendre. Même son interview, déjà, beaucoup de gens le soulignent, c'est en français. Et ça, on sait que ça peut jouer du côté de l'UFC. Et il n'y a pas un call-out qui donne envie au large public de voir un combat. Tu vois, je suis pas un méga fan de ça, mais pour Strickland, il aurait clairement pu jouer sur un truc par rapport à, d'ailleurs, ce que Nassourdine a déjà dit, les sorties médiatiques de Strickland, elles sont borderline racistes, elles sont pas respectueuses. Enfin, elles sont racistes, c'est pas borderline, elles sont racistes, elles sont irrespectueuses envers les religions. Il pouvait jouer là-dessus. Ça donne envie au public de voir ce combat. Et puis, il fallait trouver un petit truc fun par rapport à Dricus du Plessis. Je pense qu'il a rien contre Dricus, mais voilà, si c'est Dricus, gna gna gna, si c'est Strickland, gna gna gna. Et ça, je pense que c'est un tout petit truc qui te donne une chance supplémentaire, qui t'ajoute un argument à obtenir un title shot. Écoute, moi je pense que ça reste risqué parce que tu sais pas trop ce qu'ils recherchent, tu vois. Moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que on a le combat la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, ouais. À Strickland du Plessis. Donc, on a le programme, le combat. On va avoir un des deux vainqueurs. Le combat reste relativement serré sur papier, je pense quand même. Clairement, je pense que Chimaev, ça va dépendre vraiment de Chimaev. Si Chimaev peut prendre le combat en avril, ou non, avril, en mai, plutôt. Mars, avril, on va dire en mai. Je serais plus sur du juin, juillet, moi, parce que Ah ouais? Un champion qui défend 3 mois après avoir... Ouais, t'as raison. Enfin, qui défend ou qui... les deux ont déjà été champions, donc il n'y a pas je vais m'asseoir le plus longtemps possible sur ma ceinture. Mais quand tu regardes l'activité de Dricus, on est plus sur une moyenne à 7 mois, tu vois, entre ces combats. Et Strickland est quelqu'un de plus actif. Donc Strickland, peut-être qu'il aurait faim. Mais Dricus, je le vois pas revenir. Mois de juin, juillet, c'est très bien. Il y a le Ramadan, ça finit fin mars, je crois que c'est un truc comme ça. Non, début mars. Fin mars. C'est oula. En fin mars. Ouais. Donc voilà, ça donne de quoi faire un vrai camp. Donc juin, juillet, c'est très bien. Mais je pense que de toute façon, Chimaev va être prioritaire pour via l'UFC. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il est prioritaire qu'il va combattre, tu vois. Ouais, parce qu'il y a les problèmes de visa qui sont pas encore réglés. Voilà, visa, il se blesse souvent. Ça, on doit le notifier aussi. Voilà. Il se blesse souvent. Où est l'état de confiance? Ça, c'est un argument qui joue contre Chimaev. Il se blesse souvent, il rate les pesées, il est un peu je m'en foutiste, il fout le bordel. Il joue un peu de son côté superstar, peut-être un peu trop. Ouais, ça peut jouer contre lui. Ouais. Donc pour moi, Imavov clairement doit rester concentré sur le fait qu'il veut devenir champion et pas juste une fois, j'imagine pas un coup de chance, genre ah tiens on call, ça tombe bien, c'est sur Strickland, j'ai le game plan qui suit et ça passe, tu vois.
Je pense que dans tous les cas, sa stratégie, c'est d'être le numéro 1. Et soit Chimaev ne combat pas, n'est pas prêt pour juin-juillet, et donc il va automatiquement être le prochain pour combattre pour la ceinture. Ouais. Aussi simple Ouais, que ça, ça. c'est Soit indiscutablement, soit Chimaev prend le combat, et pour moi, il doit prendre le perdant Strickland Duplessis, avec, je l'espère, une forte probabilité que ce soit Strickland, tu vois. Ouais. Et donc là, ça va bien vendre. L'UFC va être ravi de ce combat-là. Je pense qu'Imavov, ça lui tient à cœur. Peut-être pas autant qu'être champion, peut-être pas, mais c'est quand même quelque chose qui lui tient très très à cœur, ce combat, notamment pour les sorties de route de Strickland et pour le passif qu'ils ont entre eux. Dans une interview, Ça je s'en va pense très que bien. Imavov avait dit à choisir, je préfère prendre une revanche contre Strickland qu'avoir la ceinture. Mais après, voilà, c'est entre ce que tu Ouais, dis bah écoute, là c'est- et ce qui est vrai, je sais pas, mais Mais il y a un vrai intérêt, je, ça je c'est sûr. pourrais le comprendre, tu vois, je pourrais le comprendre, tu sais. Enfin voilà. Donc il y a la ceinture, il y a l'histoire aussi, hein. Parce que prendre une ceinture sans qu'il y ait trop d'histoire et que tout le monde oublie, c'est pas intéressant, Ouais. tu vois. Et puis il y a l'histoire que t'écris. Je pense qu'une revanche contre Strickland serait parfait. Et puis bah à voir après, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, le seul Si- risque, le seul risque, c'est effectivement s'il y a un combat avec Chimaev et un des deux, DDP ou Strickland, soyons optimistes, hein, disons juin. Le prochain, ce serait en étant optimiste octobre-novembre. Pour l'instant, il y a que Chimaev et Nassourdine dans la discussion, mais il y a Ouais. Caio Borraio qui a annoncé contre Whittaker. Si Caio gagne, il rentre dans la discussion. Non, mais non. Si Caio gagne, il rentre dans la discussion. Hein. Il va jamais passer. Ah. Mais attends, Non, mais- il a 2 combats de retard. Il a battu Cannonière, ok, mais Ouais. et il doit combattre quand? C'est quand son prochain? C'est Ah, mais pas attends. annoncé, hein. J'ai flashé, il est pas contre Whittaker. Je vois pas sur Tapologie, t'as raison. Non, peut-être que c'est des rumeurs, mais Bah, c'est vrai je qu'il pense reste derrière, pas. par contre. Je pensais que son run était plus impressionnant que ça. Il est invaincu à l'UFC il serait sur 8 victoires consécutives. Mais c'est vrai que Cannonier et Whittaker, ça vaut pas du tout le run récent de Nassourdine. Donc, je retire ce que j'ai dit. Hmm. Au final, dans ce cas-là, Imavov pourrait même attendre, hein. Je sais que tu as dit que son objectif c'est d'être champion et pas juste prendre la ceinture et puis la perdre, donc il devrait affronter tout le monde, mais il pourrait attendre. À Il est dans un siège voir. confortable. C'est toujours pareil, hein. L'UFC aime pas trop ça non plus. tu Non, vois. mais bon, là pour moi c'est justifié. T'as vu comment il a été actif maintenant? Il a fait 4 combats sur 12 mois, dont 3 main event, des gros noms, 3 sur les 4 en 5x5. Ce serait pas injustifié de dire, ok, bah, si le prochain combat pour moi, c'est dans 8 mois pour la ceinture, c'est pas abusé comme attente. Tu vois, 8 mois, il y en a plein Non, des du combattants qui attendent 8 mois avant, entre deux combats, même si c'est hors Ouais, bien sûr. title run, tu vois. Donc, ouais, Ouais, l'option je suis c'est entièrement d'attendre. d'accord. Je pense que c'est soit Strickland perd et il demande sa Voilà. revanche contre Strickland. Je pense que c'est un très très bon combat. Ça prépare bien pour un combat de ceinture, en espérant que ce soit Duplessis qui batte Chimaev, parce que je pense qu'après sinon ça va bloquer à nouveau. Ouais, et d'ailleurs, en fait, Je suis pas sûr qu'ils s'affrontent. en fait, l'attente sera représentée par backup, hein. Parce que si tu fais Chimaev contre DDP ou Chimaev contre Strickland pour la ceinture, tu sais qu'il y a une probabilité qu'il se passe quelque chose autour de Chimaev. Donc à la place de l'UFC, tu as besoin d'un backup. Et ton backup, c'est Nassourdine. Ouais. Donc voilà. Ça, il faut avoir. Je sais pas du tout les relations que Chimaev et Nassourdine ont ensemble. On se rappelle que Nassourdine devait affronter un Alice autre Kerov. combattant, Alice Kerov, et qu'il y avait eu, tu te rappelles, l'UFC a dit ouais, il veut t'affronter. T'es sûr qu'il veut affronter? Parce qu'on a On eu se la rappelle même, de cette histoire. Je sais pas si elle est dans l'ombre ou si elle est à l'ouvert, mais on sait ce qui s'est passé. Ouais, donc normalement il y a une sorte de contrat, Gentleman agreement. d'accord, inconscient où ils s'affrontent pas ensemble, et si l'UFC pousse, eh bien ils font en sorte de pas s'affronter quand même. Mais là il y avait eu un truc en gros où ils étaient dit si il veut t'affronter, il en a rien à faire de toi. Ah ok, c'est comme ça, bah ok, on va s'affronter. Je tu pense vois. que les deux ont déjà fait une sortie médiatique en disant
je suis pas chaud de l'affronter. Donc Chimaev et Nassourdine sont pas chauds de s'affronter. En plus, au-delà de la nationalité ou de l'origine plutôt, ils sont déjà entraînés ensemble. Mais par contre, ils ont tous les deux dit, par contre, c'est voilà, si je dois l'affronter, c'est pour la ceinture. Et là, on est dans un cas de figure où ce serait pour la ceinture intérim. Tu vois, si t'as un combat pour la ceinture entre Chimaev et DDP, et qu'on a Nassourdine en backup, c'est pour ça que le backup, j'y crois pas du tout. C'est pour ça que le backup, je verrai un backup genre, ok, je suis backup si Chimaev se blesse, mais par contre, c'est DDP qui se blesse, comptez pas sur moi. Bah alors l'UFC n'acceptera pas et l'UFC ira demander à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te dis que ouais. Dans ce cas de figure. C'est pour ça que ouais. Après, voilà. Ils vont pas prendre deux backups. Si Chimaev se blesse, bon. C'est toi. Si DDP se blesse, bah c'est l'autre. Non, ça n'arrivera pas. Ouais. Je sais pas du tout. C'est compliqué, hein, ce genre de situation de combattants. J'aimerais pas être à leur place pour faire ce genre de choses. Bon, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'était un débat intéressant. Maintenant, dernier débat autour de ce combat, c'est est-ce la plus belle victoire de l'histoire du MMA français? Indéniablement, je crois. Hein, de mémoire, même si elle me fait souvent défaut, je pense. En fait, le meilleur résultat pour l'instant, c'est la victoire de Gane sur Derrick Lewis. Tout le monde dira, ouais, mais Derrick Lewis. Non, le meilleur résultat parce que l'enjeu, c'était une ceinture intérim. Voilà, il obtient la ceinture intérim. Mais je trouve que plus belle victoire, ça va être plus le nom de ton adversaire et la manière dont tu as gagné. Jusqu'à présent, il y avait un genre d'égalité entre Manon Fiorot qui a battu Rose Namajunas et Cyril Gane qui a battu Junior Dos Santos. Mais ici, Israël Adesanya, on peut mettre l'argument, c'est un plus gros nom que Junior Dos Santos et que Namajunas. Et en plus de ça, c'est avec un KO. Donc là, c'est indéniable. Pour moi, clairement, c'est le meilleur résultat. La plus belle victoire. Pardon. La plus belle victoire, oui. Comme je disais tout à l'heure, tu as la question de la ceinture, d'obtenir une ceinture à un moment donné où la KT elle est pas ouf, où le champion n'est pas ouf, tu vois. Et là c'était une ceinture intérim. Et puis tu as l'histoire, tu bats une légende, tu bats un multiple champion, tu étais underdog et tu l'étais en deuxième. Je pense que c'est bon. Il y a pas de débat, il y a pas réellement de débat possible. Non, c'est clair. Ouais, on est d'accord. Je pensais qu'on allait pouvoir débattre, mais parce qu'il y avait un débat avant le combat. Ça, c'est peut-être un autre qu'on peut avoir. C'est quel est le plus grand combat de l'histoire du MMA français. Et moi, ce que j'entends par là, c'est pas spécialement le résultat. C'est quel a été le combat avec un combattant français qui représente le plus gros combat de l'histoire. Et ça, par contre, c'est indéniablement Jones contre Gane. Il n'y a pas eu un combat avec un Français. Je suis peut-être un peu moins d'accord, tu vois. Jones, Gane, si ça avait duré un peu plus longtemps, si ça avait été une belle guerre, ok, tu vois. Moi, pour moi, personnellement, le meilleur combat. Pas meilleur, j'ai dit le plus grand, genre celui. Le plus grand combat français qui était organisé, enfin pour l'histoire du MMA français, pour moi, ça reste Gane Ngannou, clairement. Parce qu'il y a l'histoire MMA Factory derrière. Les deux ont été formés au. Voilà, c'est deux gars qui ont été formés en France, par un coach français, par une équipe française qui arrive sur le toit du monde, qui combattent pour une ceinture. La ceinture poids lourd. Ceinture poids lourd, tu vois. Donc effectivement, ça a eu moins de répercussions internationales, mais bon, voilà. C'est en termes d'histoire française, pour moi, c'était le plus grand combat. D'arriver jusque-là, c'est exceptionnel. Tu formes deux poids lourds, tu les emmènes à s'affronter. Je trouve ça dingue, quoi. Tu vois. Complètement. Ouais, ça c'est sur ce narratif, c'est clairement ça. Par contre, avec une vision internationale, tu vois, avec une vision française. Ah oui, sur la vision internationale. Avec une vision française, c'est Gane Ngannou. Avec une vision internationale, c'est Gane Jones. Ouais. Voilà. Et par contre, la plus belle victoire ici, c'est Nassourdine sur Adesanya. La suite pour Adesanya. Je pense que c'est une discussion qu'on doit faire. Pour moi, il est à 100%. Donc, on n'enlève rien. On peut rien enlever à cette victoire de Nassourdine. J'ai vu un Adesanya qui était bien préparé, qui avait les crocs, qui était là pour gagner, qui fait un très, très bon premier round. D'ailleurs, j'ai lu quelqu'un dire sur Twitter, c'est assez bizarre, mais chaque défaite d'Adesanya, enfin, c'est pas bizarre, mais il est bon dans chacune de ses défaites. Tu vois, il a été bon contre DDP, il avait été bon contre Alex Pereira, il n'avait pas été mauvais du tout contre Jan Blachowicz, c'est peut-être là le moins bon combat. Ici, il était bon jusqu'au moment où il se fait connecter. Bon, moi, je comprendrais qu'il se retire
Parce que voilà, t'es champion, t'as perdu ta ceinture, tu l'as récupérée, tu l'as reperdue. Maintenant, ça fait, je sais plus, ça fait combien d'années qu'il combat. C'est la première fois qu'il combattait pas pour une ceinture. Et là, potentiellement, son prochain combat, il sera peut-être pas main event. Donc il y a peut-être cette question de motivation, c'est je serai plus jamais champion. Voilà, je peux comprendre qu'il se retire. Mais par contre, comme je viens de dire, pour moi, il a été bon, donc il a encore quelque chose à offrir en MMA. L'autre problème, c'est qu'il a affronté tout le monde, tu vois. Tu vas le mettre contre qui? Vettori, ça m'intéresse pas. Le vainqueur Allen Fluffy, c'est pas un combat de relance si c'est Fluffy. Moi, l'option, c'est la revanche avec Costa. Ah ouais. Voilà, ça c'est un combat Oui, de relance, name value des deux côtés. Tu peux mettre ça sur un pay-per-view en 3 rounds. Tu peux mettre ça en main event d'un Fight Night sur 5. Costa, on sait pas trop ce qu'il fout, mais en tout cas, on sait qu'ils le payent bien, donc ils ont intérêt à le mettre dans des gros combats. D'un point de vue ranking, ok, Costa est fort derrière, mais bon, là, la réalité, c'est qu'Adesanya, il est à 1-4 sur ses 5 dernières sorties. Je crois que Costa aussi. Donc, finalement, ça se tient, non? Ouais, je trouve ça bien, ouais. Je trouve ça très bien. Je sais pas pour la suite, hein, c'est toujours pareil, moi, sur les questions de mettre, entre guillemets, à la benne un combattant, de dire, bah, vas-y, tu vas à la retraite, je suis pas trop pour ce truc-là. Hein, Non, c'est sa décision, hein. Ce que je veux dire, c'est je comprendrais s'il prend ses décisions. Clairement, s'il a envie de continuer à te combattre, je pense qu'il doit se rediriger effectivement vers des combats comme celui que tu as proposé là. Ouais. Costa, je trouve ça bien. C'est un combat qui est relativement accessible. Ça va faire parler. On aura envie de le regarder. On voit clairement. Enfin, moi, je vois Adesanya à nouveau favori dessus. Et puis voilà quoi. Quelques combats cool. Et puis vois si ça l'intéresse de. Mais je le vois pas repartir sur un run pour une ceinture. Tu vois. Ouais, il a dit que là, il avait besoin de se poser, de prendre du temps, de se poser la question. Et pour moi, c'est ça qu'il doit faire. Pas prendre de décision hâtive. Comme j'ai dit, pour moi, il a encore de belles choses à offrir au MMA. Mais s'il décide de se retirer parce que l'objectif qui s'était fixé, il est plus atteignable, ben, je l'entendrai clairement et je serai content pour lui et je remercierai clairement cette très belle carrière et ces beaux highlights qu'il nous a offert. Ouais. Je pense que plus à ce niveau-là, il doit accepter à un moment donné que le top 5, c'est trop difficile. Donc, prendre des combats pour le fun, sympa, qui plaisent un petit peu à tout le monde. Finir sa carrière en redescendant un petit peu le niveau, quoi. Il y a pas mal de champions qui ont fait ça. ceux Rafael dos Anjos est un bon exemple. Oui, voilà. Tu peux pas leur enlever d'être des combattants et de vouloir combattre, mais par contre, tu peux. Voilà, ils doivent savoir où ils se situent un petit peu et ils peuvent continuer à combattre, apporter des belles choses, des bons combats, mais quelques places en dessous au fur et à mesure jusqu'à prendre leur retraite, tu vois. Exactement. Ouais, j'aime bien cette vision. Voilà, les amis, on a décidé cette fois-ci de juste mettre en valeur nos Français. Il y a eu du fun sur la carte, hein. Il y a eu McKinney, Oliveira contre Nurmagomedov pour le côté force du mental, un walk-off KO de Gaziev. T'as regardé le combat poids lourd? Pavlovitch et tout? Alors j'ai de la chance, je devais aller chercher à manger à ce moment-là, donc j'ai pas regardé. Puis j'ai vu UFC Pourquoi Stats. t'as de la chance? Bon, parce que après j'ai regardé UFC Stats, je me suis fait non, je ne regarde pas. T'as un contre-argument? Franchement, non, c'est pas mal. Ah, si vous suivez la catégorie. Bah ouais, moi parce que quand je regarde UFC Stats, ça me donne pas envie de le voir, quoi. Et ceux qui suivent la catégorie poids lourd, je trouve que c'est un combat qui vaut le coup pour voir un petit peu sur le futur de Pavlovitch. Ouais. Moi, je trouvais qu'il a donné pas mal de nouvelles informations sur. Enfin voilà, moi j'avais des interrogations un petit peu sur ce qu'il viendrait faire, et il a plutôt combattu avec sa tête, tu vois. Ok. Bon, ben dans ce cas-là, j'irai voir. Non. Tu m'as convaincu. J'irai le voir. Ouais, non, ça vaut le coup. En tout cas, c'est un combat à regarder pour son avenir, et comme la KT des poids lourds elle est pas énorme, on peut s'attendre à le voir combattre contre je sais pas moi contre Cyril à un moment donné, hein. Il faut pas oublier, tu vois. C'est vrai qu'on pourrait débattre de l'état de la division des poids lourds maintenant, mais en fait t'as Cyril sur les résultats qui est supposé être le prochain après qu'on ait l'éclaircissement de la situation entre Jones et Aspinall. On sait qu'il y a cette situation où Dana White a dit à Volkov, ouais, on va considérer que tu as gagné contre Gann. Donc il y a vraiment Aspinall Jones, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer. Juste en dessous, il y a Gann qui est supposé sportivement être juste devant Volkov, mais avec la situation de Dana White, on a déjà eu le cas avec Aldo qui perd contre Moraes, mais c'est lui qui a le title shot derrière. Donc
Voilà, point d'interrogation. Et puis on a Pavlovich et Almeida qui sont en train de pousser derrière. Et donc je pense que personne n'est à l'abri par rapport à ce qui va se faire. Parce que si on a Jones contre Aspinall à la Fight Week International, ça veut dire que le prochain title shot pour les poids lourds, c'est peut-être Madison Square Garden ou après. Ce qui signifie que si Volkov ou Pavlovich ou Almeida, deux de ces trois-là se rencontrent, le vainqueur pourrait griller la priorité à Cyril Gane. Donc c'est peut-être dans l'intérêt de Cyril de rester actif. Donc effectivement, Cyril contre Pavlovich, c'est une possibilité. Et juste une question, t'as regardé le Gaziev, toi? J'ai vu. Non, parce que j'ai pas regardé. Moi. Ok, bah alors j'en parle pas. Bah pourquoi? Bah si, moi je m'en fiche. En fait, moi j'ai vu que ça. Le battu, finish est Gaziev. assez unique, parce que t'as C'est vrai? j'ai grillé le truc, c'est un KO, il fait le walk-off et son adversaire en tombant, il enlève directement son protégeant. J'ai jamais vu ça, tu vois. Genre s'il walk-off pas, je sais pas s'il l'enlève parce qu'il voit qu'il se casse ou s'il l'enlève parce qu'il est inconscient, il a un réflexe de jeter son protégeant, mais si Gaziev suit derrière alors qu'il a plus de protégeant, ça aurait pu faire des sales dégâts. Juste pour l'anecdote, sachez que Shamil Gaziev, sur Tapology, je sais pas comment ils font leur classement, il est classé numéro 4. C'est un truc de ouf, sérieux. Numéro 4 poids lourd. Mais non. Meilleur poids lourd. Si, pour de vrai. Au monde et tout. Tu vois, je regardais. Au monde et tout. Et un souci dans l'algorithme. C'est ça. Attends. Ah non, c'est pas le... Si. Attends, je vais le refaire. Ah non, attends. Numéro 2, current best MMA fighter. C'est une blague. Aspinall 1. 14. Ah non, numéro 2. Aspinall 1, Gaziev 2, John Jones 3, Volkov 4, Blades 5, Gane 7. Gane est derrière Almeida. Ouais, le classement, il est chelou, mec. C'est quelle date qu'on est attends, numéro 9. Ah non, c'est bon, on est en février, on est pas en... Numéro 9, Mick Parkin. Il est classé numéro 2. Mick Parkin est numéro 9 devant Francis Ngannou. Ce classement, c'est une pépite. Et donc, à partir de là, je me dis que Shamil Gaziev contre Cyril Gane, ça aurait du sens. Voilà. D'un point de vue ranking, Tapologie, ça a du sens. Tapologie, exactement. Franchement, parce que là, sinon, on se dirige vers un Gaziev pour la ceinture. Donc, il y a déjà des gens qui blaguent en mettant Gaziev avec une ceinture UFC, c'est le futur champion et tout. Il y a des running jokes sur Twitter à ce niveau-là. On parle juste de nos placements en termes de paris. Donc toi, de ton côté, tu avais mis tes coronets à ton analyse sur Imavov, c'est passé. Tu perds des plumes sur Saïd Nurmagomedov et tu gagnes sur Pavlovich. Tu as un bilan positif. Bien joué. Est-ce que tu veux revenir sur l'un de tes choix? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Ouais, écoute, Nurmagomedov, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le combat. Franchement, j'étais pas déçu d'avoir perdu mes unités dessus parce que je trouve que Oliveira était très méritant. C'est ça. J'ai vraiment premier round incroyable. Franchement, heureusement qu'on fait pas à placer en plus pendant le combat, tu vois, quand ça se passe. Parce que là, j'aurais mis 2 unités en plus sur Saïd, tu vois. Premier round, je dis oh là là, la démo et tout, le coup de pied retourné, oh là là, incroyable. Et puis après. C'est beau. Hein. J'ai beaucoup aimé, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce côté. Oui, je suis moins talentueux entre guillemets. J'ai moins de technique. Je suis peut-être moins rapide, moins explosif, mais par contre, j'en veux un peu plus que toi et je vais te fatiguer, prendre le 2e et le 3e round. Et ça, c'est vraiment le genre de combat qui me plaît. Avec vraisemblablement une côte cassée. Hein. Ah ouais, oh là là, sur le retourné. Ouais. C'est ce que John m'a dit. Donc, c'est encore écoute, plus que ça. Franchement, ah ouais. Franchement, c'était assez incroyable. Alors, juste parce que comme tu parles de ça, si vous voulez voir le combat ultime du gars ultra talentueux, ultra explosif, meilleur partout et qui perd un combat parce que l'autre en veut un peu plus, on a Michel Pereira contre Tristan Connelly. Il faut se souvenir de ce combat, c'est historique. C'est vraiment historique. Ouais, incroyable. Là, j'aurais pas parié sur. Ah non, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais
Oui, voilà. Donc, je regrette un petit peu de pas avoir un peu mis plus sur Ouais. Nassourdine, parce que j'étais très confiant. Je pense que vous l'aviez entendu Mhm. sur les analyses. Et puis, voilà, ceux qui sont à l'entraînement chez moi savaient que j'étais très confiant sur ce combat-là. Mais j'étais pas le seul d'ailleurs. J'aurais dû mettre un T'as petit mis peu une plus. La unité, hein, cote c'est pour moi, ça? elle était, Ouais. je crois, Ou ouais. une 5, je sais plus. Une. T'avais fait Non, une, je pense. Pavlo une. Ouais, j'ai fait Ouais, une. ouais, J'ai pas voulu ouais. trop. Mais voilà. Et toi? Donc moi j'avais mis 1.5 sur Michael Venom Page. J'avoue que c'est le combat auquel je m'attendais. Donc je suis assez content de mon placement. Il y a pas mal de gens qui ont voulu me faire douter là dans les commentaires. Il y a même des gens qui nous ont insultés en disant on voit que vous n'êtes pas des combattants. Vous dites n'importe quoi, Chara va lui rouler dessus. Alors, je suis pas un Ah, combattant, moi, j'ai pas d'accord, mais osé. donc bref. Moi, c'était les low kicks qui m'inquiétaient et le manque de régularité de Michael Ouais. Page, donc j'ai pas osé, mais effectivement, t'as fait un très bon choix, je trouve. Ouais, après, ouais, j'ai vraiment fait ce choix parce que la cote me semblait exagérée. Si sa cote était à 2-1 ou 2-2, je l'aurais pas fait. 2-5, je trouvais ça exagéré, donc c'est pour ça que je me suis positionné. Et par contre, mon deuxième, c'était Paris Statistique, le premier de l'année qui fail. J'avais mis sur le round 1, enfin un finish sur le round 1 entre Pavlovich et Rozenstruik. Hein, c'était un choix purement statistique. Je crois qu'il y avait 69% de chances que ça se finisse au round 1 et la cote de Paris nous donnait 55%. Donc, vu la différence, je m'étais positionné dessus. J'avais parlé du scénario de la décision. Je regrette pas Mais je parce crois, que voilà, j'ai pas vraiment je hésité à crois le que la, faire. Tu vois. ouais, je crois que la statistique, À sa limite. en fait, non, si, elle aurait pu fonctionner si t'étais parti de ces deux gros punchers qui vont avoir peur de se mettre KO, et la statistique nous montre que ça va à la décision, comme Ngannou Ouais, contre Lewis. Lewis, Ouais. Derek Lewis. Donc, et je me demande même parce que la cote était à 5.5, donc je pense que même la statistique opposée avait de la valeur en fait. Si j'avais analysé combien de combats vont à la décision entre deux versus la cote, il y avait aussi un intérêt à le faire. Mais j'ai pas spécialement de regrets là-dessus parce que Moi, j'avais élaboré, en fait, j'avais donné à notre communauté 3 scénarios en disant s'il y a un scénario qui résonne dans votre tête, ben, positionnez-vous dessus. Mais moi, celui-là, il résonnait pas dans ma tête, donc j'ai pas vraiment de regret à pas m'être positionné moi, voilà, dessus. Moi, je t'avoue que j'avais à la toute base, je m'étais dit que je poserais sur décision, et puis après, je me suis dit que j'allais faire safe les choses, mais je voyais plus potentiel décision. Mais il me Après, tu semble m'as fait que goûter pendant avec le podcast, tu le- avais vite émis l'idée de faire plus que 1.5 rounds. Et puis, comme je suis parti dans mon Ouais, monologue, ouais. tu Mhm. t'avais pas rebondi dessus. Du coup, moi, je suis Mhm. en positif sur les 3 événements de l'année. Donc, c'est une année qui commence bien pour moi. Et toi, tu es en positif sur 2 des 3, je pense. Et je crois que l'ensemble, il faut que je fasse le calcul après, mais je pense que l'ensemble finit en positif. On peut tous les deux regretter que Nemov contre Fli soit passé en préliminaire, parce que toi, tu voulais te positionner sur Nemov. Moi, je m'étais déjà Oui. positionné sur le fait que ça aille à la décision. Les deux seraient passés. Mais voilà, c'est passé en prélims, donc Mhm. ça compte pas pour nous. On a fait le tour, les copains. Merci. Et on peut regretter Vas-y. de ne pas avoir misé Sur Ziam. sur Fares Ziam, hein, clairement. Mais ouais, le pire c'est que moi en fait ce que je me suis dit c'est que j'allais mettre genre un 5e d'unité sur le combo Imavov Ziam et puis je l'ai pas fait et Ah, je ça aurait été regrette bien. parce qu'en fait Moi, c'est faible risque et ça montre aussi du soutien donc voilà dommage. Prochaine fois. Il Pour la y a un prochaine. parieur comme ça qui dit c'est la dernière fois que je parie contre Fares. Ça peut se comprendre. Je pense que je sais pas, il a dû foirer 4-5 paris sur lui. Bah, je pense que c'est ça. Il a combien là de victoires d'affilée? Mais en fait 5 en fait Quatre, cinq. il progresse tellement qu'il est chaque fois underdog parce que Ouais. on regarde par rapport à sa dernière version et en fait on oublie qu'il prend 10% et que les cotes auraient dû être inversées à ce niveau-là. Ok, on a fait le tour. Exactement. Brian, un tout grand merci. Les amis, merci. Bon dimanche à vous. Ciao. Ciao tout le monde.